Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre troisième webinaire organisé par ECOB Recherche et Transfert du Cégep de Jonquière. Donc, je vais commencer tout de suite pour ne pas perdre trop de temps. Les gens qui vont se joindre à nous vont pouvoir sans problème arriver au moment opportun. Donc, je me présente encore une fois. Je m'appelle Camélia Dubois-Bouchard et je suis chargée de projet pour ECOB Recherche et Transfert du Cégep de Jonquière. Concernant la vaste enquête qu'on va vous présenter ici, elle a été réalisée à l'automne 2020. Donc, les données ont été collectées entre le 23 novembre et le 14 décembre dernier chez près de 8600 étudiantes et étudiants collégiaux. Je tiens à rappeler que si vous avez manqué le premier ou le deuxième webinaire qui concernait l'adaptation aux études à distance et l'adaptation psychologique des étudiants pendant la pandémie, je vais mettre le lien pour le visionner dans le fil de discussion ou vous pouvez toujours le retrouver dans l'onglet multimédia sur notre site web d'ECOB. Le dernier webinaire à mettre à votre agenda, qui sera le quatrième, va se tenir le 23 avril de midi à 13h et portera plus spécifiquement sur la pandémie et l'utilisation des services aux étudiants, le point de vue des intervenants. Pour le webinaire d'aujourd'hui, il s'intitule « Les défis des étudiants lors de la pandémie ». Quelques belles surprises, mais beaucoup de défis encore à relever. Donc, la prochaine heure va se répartir comme suit. On va avoir un 45 à 50 minutes de présentation et un 15 minutes de réponse aux questions. Donc, pour les questions, encore une fois, vous pouvez les envoyer tout au long de la présentation dans la boîte QR qui devrait se retrouver là, à droite de votre écran. On va trier les questions au fur et à mesure et on va y répondre directement ou les poser au présentateur durant la période de 15 minutes. Vous pouvez aussi, aujourd'hui, c'est un petit peu plus là, des témoignages, donc si vous en avez aussi, vous pouvez les écrire, là, on pourra les dire à la fin. Puis encore une fois, si les questions durent un petit peu plus de 15 minutes, si ça dépasse 13 heures et que vous avez besoin de quitter à 13 heures absolument, vous pouvez toujours réécouter en direct là, en rediffusion le webinaire là, ou la dernière partie que vous aurez manqué. Pour nos présentateurs d'aujourd'hui, on a premièrement Marie-Ève Blackburn, qui possède un doctorat en sciences humaines appliquées de l'Université de Montréal et elle est chercheure à ECOB depuis 2003 et co-titulaire depuis 2016 de la chaire de recherche conjointe UQAC-Cégep de Jonquière sur la vie et la santé des jeunes, donc qui est la chaire Visage. Daniel Léandry, qui est professeur de sociologie au Collège La Flèche depuis 2005 et cumule des expériences en recherche sur la motivation scolaire, la réussite éducative, les temps sociaux et plus récemment le rapport que les étudiants entretiennent aux autres cultures. Stéphane Roy est professeur de sociologie au Collège La Flèche depuis 1995. Il a participé à plusieurs projets de recherche au niveau collégial portant sur la motivation scolaire, les temps sociaux, la réussite éducative et le rapport aux autres cultures. Daniel et Stéphane collaborent avec ECOB sur ce projet depuis l'automne dernier. Donc, Joanie Paré est bachelière en psychoéducation et œuvre dans le milieu collégial depuis 9 ans. Durant les dernières années, elle a assumé différentes fonctions, telles que chargée de cours, intervenante psychosociale, conseillère et intervenante en services adaptés auprès des étudiants en situation de handicap et des étudiants en difficultés scolaires et ou psychologiques. Virginie Houle est étudiante de 2e année en sciences de la nature au Cégep de Jonquière et poursuivra ses études l'an prochain à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle travaille comme assistante de recherche à ECOB depuis plus d'1 an et dans le cadre de ce projet, c'est elle qui a classé les 4000 défis et surprises des étudiants qu'on va vous présenter. Donc, je passe la parole à Marie-Ève et je vous souhaite une bonne présentation. Bonjour. Il y a d'autres personnes à ne pas oublier qui sont importantes dans le processus lié à cette enquête. Benjamin Gallet et Marco Godreau, qui sont co-responsables avec moi de l'enquête. Alexandre Roy, technicien d'enquête sociale aussi à ECOB, qui s'est occupé de l'accueil de la base de données et des analyses. Et Camélia, que vous venez de rencontrer, Camélia Dubois-Bouchard, qui est la chargée de ce projet. Un gros merci aux participants nombreux qui ont pris le temps de répondre aux questionnaires et qui, vous allez le constater aujourd'hui, ont souvent fait des témoignages très précieux dans les questions ouvertes. Ces commentaires, vous le verrez, démontrent le sérieux et la richesse de notre étude. Nos remerciements s'adressent également aux membres des comités d'éthique de chacun des cégeps qui ont parfois analysé le projet en urgence ou devancé leur date de rencontre pour nous accommoder. Merci également aux membres des personnels des collèges participants pour le soutien au déroulement du projet. N'oublions surtout pas de spécifier que l'enquête a été rendue financièrement possible en raison du financement accordé à ECOB dans le cadre du chantier sur la réussite en enseignement supérieur du ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur.
Aujourd'hui, nous passerons rapidement sur la description de l'échantillon, puisque celle-ci a été faite de façon plus détaillée dans les 2 derniers webinaires. Nous vous suggérons d'aller consulter les premières minutes d'un des 2 premiers webinaires qui décrivent de façon plus précise les caractéristiques de notre échantillon. Les liens vers ces webinaires-là seront mis dans la section clavardage dans les prochaines minutes si ce n'est pas déjà fait. Voici tout de même une carte de la distribution régionale des 18 cégeps participants à l'enquête. Rappelons que 8581 étudiants ont répondu au questionnaire. Au niveau de la méthodologie, aujourd'hui, nous allons vous présenter les réponses fournies par les répondants au sujet de seulement 2 questions. La première étant, décris-nous les principaux défis apportés par la pandémie qu'il te reste à relever. 6582 répondants ont inscrit une réponse ouverte à cette question, non obligatoire, je tiens à le souligner. De ce nombre, près de 1808 réponses ont déjà été catégorisées sur le logiciel NVivo selon une analyse de contenu thématique, donc par thème et sous-thème. Nous pouvons dire que la saturation des données était déjà atteinte, mais nous allons quand même continuer à utiliser le reste de ces réponses accordées, des réponses accordées à cette question dans les prochains mois. Les étudiants doivent relever de nombreux défis, donc qui se regroupent en 5 grandes catégories de réponses. Nous allons les détailler dans cette présentation. Les grandes catégories sont au niveau de l'éducation, de la santé, tant mentale que physique, le respect des mesures sanitaires, leur vie sociale, les problèmes financiers et leur emploi. Afin de terminer le questionnaire sur une note positive, nous souhaitions les faire réfléchir sur quelque chose de plus heureux. Ainsi, nous leur avons posé la question suivante. Décris-nous les plus belles surprises que la pandémie de COVID-19 t'a apportées. Ainsi, 5887 étudiants ont proposé une réponse à cette question ouverte, non obligatoire, je tiens encore à le souligner. 2000 de celles-ci ont été analysées également par analyse de contenu thématique. 6 grandes catégories de réponses sont ressorties. Il faut d'abord souligner qu'un bon nombre de répondants, près de 300 sur les 2000 premières réponses analysées, nous disent spontanément que rien de positif ne ressort de la pandémie. Certains même manifestent une certaine frustration à l'égard de la question. Par exemple, quelqu'un nous a répondu « c'est une blague, je ne sais pas si je devrais rire ou pleurer en lisant cette question ». Ou encore « j'ai beaucoup de difficultés à trouver quelque chose de positif par rapport à la situation ». Ainsi, le recul nécessaire pour sortir du positif de la situation n'a peut-être pas encore été atteint chez plusieurs collégiens. Les jeunes sondés, en pleine fin de session, il faut le dire, de fin novembre à début décembre, ne voyaient pas encore le bout du tunnel et étaient peut-être encore trop accaparés mentalement à s'adapter, encore une fois, à cette situation-là. Difficile donc pour plusieurs d'en dégager du beau. Les réponses rien, aucune, ont donc été assez fréquentes. Toutefois, les 1700 autres réponses qui ont été codées jusqu'à maintenant permettent de voir que certains ont peut-être pris le recul nécessaire, ont pu nommer du positif qui se regroupe dans 5 autres grandes catégories, soit éducation, santé mentale et physique, prendre du temps pour soi, la vie sociale et les loisirs. Je passe maintenant la parole à Daniel qui vous parlera des défis rencontrés par les étudiants dans le domaine de l'éducation, de leur étude. Alors, merci beaucoup, Marie-Ève. En effet, je vais m'intéresser aux défis plus spécifiquement, en fait, liés au monde de l'éducation. Puis vous remarquerez que en analysant les données, on ressort 4 sous-catégories. Donc, à l'intérieur des défis liés au monde de l'éducation, on remarque la motivation scolaire, la volonté de réussir, l'autonomie, l'organisation, la concentration et la tranquillité et l'adaptation à une nouvelle expérience d'apprentissage. Alors, ces 4 aspects-là, on va un peu les décortiquer en regardant ce que les étudiants nous répondent pour chacun de ces facteurs-là, chacun de ces éléments-là. Alors, amorçons avec le premier, qui est donc celui lié aux motivations scolaires et à la volonté de réussir. Quelques exemples de ça. La première citation est quand même assez frappante. Alors, ce qu'on dit, c'est l'école à distance, c'est pas faisable. Aucune motivation, les cours sont mal organisés, tout change subitement, etc. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit en quelque sorte un manque de stabilité dans l'apprentissage, une nécessité d'avoir une capacité d'adaptation. Et ça, il y a plusieurs éléments. En fait, les répondants nous parlent souvent de cette nécessaire capacité d'adaptation. Et vous allez voir, même dans les autres sections, il y aura aussi beaucoup d'éléments qui vont être mentionnés sur cette capacité d'adaptation. Ensuite, à cause de la pandémie, j'apprends avec plus de difficulté. Je dois donc passer tous mes cours, trouver la motivation d'étudier, de faire des travaux demandés.
jusqu'à la fin de la session. Alors ici, on parle de difficultés d'apprentissage et on parle des liens qu'il peut y avoir entre ces difficultés d'apprentissage-là et la motivation qu'on doit avoir pour terminer en fait la session. Alors déjà, la pandémie vient accentuer ou vient exacerber certaines problématiques quand il y a des difficultés d'apprentissage. La dernière citation, alors terminer ma fin de session avec d'aussi bonnes notes, étant donné que j'ai des craintes qu'il y ait certaines notions qui ne soient pas acquises. Bien, ici, on parle peut-être de la peur qu'il y ait un nivellement vers le bas. Alors, certains étudiants nous parlent de ça en disant, est-ce que j'aurai acquis toutes les notions nécessaires pour la poursuite de mes études? Alors, certaines craintes que la pandémie ait créé, en quelque sorte, ce nivellement vers le bas qui est non souhaitable. La diapo suivante, alors la deuxième sous-catégorie qui nous intéressait, c'était la question de l'adaptation et de l'organisation. Alors, une perception, en fait, comme quoi le métier d'étudiant est transformé. Ce que j'entends par métier d'étudiant, en fait, c'est ce que ça prend pour être un bon étudiant, en quelque sorte, les méthodes qu'il faut avoir, les conditions nécessaires pour réussir ses études. Alors, quelques citations, on dit qu'il s'agit d'un défi de savoir être autonome avec une organisation qui s'adapte à chaque semaine. Alors, encore une fois, la notion de capacité d'adaptation, encore une fois, la nécessaire flexibilité dans les études qui est mentionnée ici. Apprendre à être autonome, apprendre à connaître comment je fonctionne. Comment je fonctionne, ici, on fait référence aux méthodes de travail intellectuel qui sont importantes, même en période pré-pandémie, évidemment, on met l'accent sur ces éléments-là, mais c'est probablement encore plus nécessaire de mettre l'accent sur les méthodes de travail intellectuel parce qu'on se rend compte que pour certains étudiants, c'est un défi important, puis plus particulièrement, la dernière citation nous en parle, plus particulièrement tout ce qui touche la gestion du temps, la gestion de l'horaire, où à partir du moment où on n'est plus autonome, où on doit gérer notre temps, bien, ça mène à certains défis supplémentaires qui n'existaient peut-être pas au préalable. La troisième sous-catégorie sur laquelle j'insiste, cette fois-ci, c'est tout ce qui touche en fait ce qu'on va appeler la concentration et la tranquillité. Ce n'est pas une surprise, hein? On se rend compte que les étudiants doivent œuvrer, doivent travailler, doivent étudier dans des contextes d'apprentissage très différents quand ils sont à la maison, des contextes qui ne sont pas toujours idéal. Alors, devoir gérer le fait que mes 3 sœurs sont bruyantes. Alors, c'est un exemple ici. Alors, qu'elles sont plus jeunes, qu'elles s'amusent, etc., qu'elles font du bruit. Bien, évidemment, on a des étudiants qui sont en colocation. Il y en a qui se retrouvent donc avec leurs frères, leurs sœurs, qui eux autres aussi sont probablement en formation en ligne, peut-être au secondaire, peut-être à l'université, peu importe, selon l'âge. Alors, on doit partager l'espace, on doit partager le temps d'écran, etc. Alors, c'est assurément pas évident comme contexte. Domicile non adapté pour ce type de travail-là, parfois le matériel, parfois le calme qui n'est pas nécessairement qui est pas nécessairement toujours présent et idéal, en effet. J'ai beaucoup plus de difficultés à me concentrer que d'habitude. Étudier pour mes examens est encore plus laborieux. Alors, le fait d'être à la maison vient accentuer tout cela. Ma quatrième sous-catégorie, je vais conclure cette section là-dessus. Cette fois-ci, on parle de l'expérience d'apprentissage qui est en quelque sorte déstabilisante. D'abord, les relations humaines, on pourrait parler le lien social. La citation est assez parlante quand on dit les cours à distance sont vraiment ennuyants, mais ce n'est pas à cause des compétences des professeurs. Rassurez-vous, chers professeurs qui nous écoutez, je me rassure en lisant ça. Évidemment, c'est une blague, mais tout ça pour dire que ce n'est pas la question de la pédagogie ici qui est en cause, c'est plutôt que le lien social qui est absent, c'est ce qu'on nous dit. J'ai du mal à comprendre exactement ce que mes professeurs attendent de moi. Alors là, les attentes, bien là, peut-être que les professeurs doivent se regarder parce qu'en effet, d'un point de vue des attentes, peut-être qu'elles ne sont pas transmises de façon assez claire ou du moins il y a une perception qu'elles ne sont pas transmises assez clairement. On parle encore de l'adaptation, continuer à m'adapter à la formation à distance qui est difficile. Alors encore une fois, on revient là-dessus. Puis finalement, la qualité de la formation. Ici, la dernière citation fait référence probablement plus à une expérience de stage, mais on se questionne sur la qualité de la formation. Puis ça boucle la boucle un peu avec la première diapo où je faisais référence à un nivellement vers le bas, à une difficulté ou disons un danger de niveler la formation vers le bas. Alors, on fait encore référence à ça, mais cette fois-ci dans le cadre d'une expérience de stage.
Alors, c'est ce qui... je m'arrête là-dessus. Je passe la parole à mon collègue Stéphane, qui, lui, va parler de l'autre question en lien avec les plus belles surprises qu'ont apporté la pandémie pour le monde de l'éducation. Alors, Stéphane, à toi la parole. Merci, Daniel. Malgré tout ce qu'on vient de mentionner, ce que Daniel et Marie-Ève vous ont mentionné, il y a quand même eu des surprises que les étudiants nous ont mentionnées que cette pandémie-là leur a apporté par rapport à l'éducation. Il y a 4 principales sous-catégories de réponses qu'ils nous ont présentées. On parle d'autonomie, de responsabilité. Ça leur a permis moins de déplacements aussi, la possibilité d'étudier chez soi. Certains ont amélioré leurs résultats aussi. Puis certains ont eu une remise en question par rapport à leur choix de carrière, à leurs études, ainsi de suite. Donc, on s'aperçoit que certains étudiants ont fait preuve de résilience, ils ont été capables de prendre un certain recul par rapport à cette situation-là, puis qu'ils en ont tiré certains avantages ou certains éléments positifs. Donc, première diapo sur l'autonomie. Les étudiants nous disent qu'ils sont plus autonomes et responsables et plus débrouillards. Les cours en ligne, ça demande beaucoup d'autonomie, puis de discipline, puis un grand sens des responsabilités. Puis certains étudiants étaient déjà autonomes, mais d'autres ont dû le développer à vitesse grand V. Et avec du recul, ils réalisent que finalement, ils sont capables de se débrouiller, ils sont autonomes, responsables, puis ils sont capables de se prendre en charge, puis de fonctionner dans un contexte d'enseignement en ligne, malgré tout. Et ça c'est intéressant aussi. Parmi les citations qu'ils nous présentent, je me sens plus autonome et responsable. J'ai appris à gérer mon temps d'une manière plus concentrée, étant donné que j'avais plus de contrôle sur mon environnement d'horaire et à respecter plus de flexibilité. Je peux aussi occuper mon temps différemment parce qu'on sait que les cours en ligne et certaines capsules vidéo qui ne sont pas nécessairement en direct permettent de suivre ces cours à des périodes différentes dans la journée. Donc, ça peut être avantageux pour certains d'entre nous. Donc, certains ont développé cette autonomie-là, ce sens des responsabilités-là, et ça les a beaucoup surpris, en fait, suite à cette pandémie-là. Autre élément, mais ça touche et les étudiants et la plupart des travailleurs à la maison, la possibilité de ne pas avoir à se déplacer puis d'étudier ou de travailler chez soi. Évidemment, on gagne un temps énorme à pouvoir étudier chez soi. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, les étudiants qui habitent en région ont beaucoup de kilométrage à faire en plein hiver. Donc, le fait de pouvoir rester chez soi, c'est beaucoup plus rassurant pour eux, c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Également, les gens qui vivent en ville aussi, qui ont à prendre le transport en commun, puis passer dans le transport en commun 1 heure, 1h30, des fois 2 heures même, pour eux, c'est un temps énorme qu'ils sont en mesure de sauver, puis ils peuvent réinvestir ce temps-là, soit à faire leurs travaux, ou carrément à dormir plus longtemps le matin. Donc, pour eux, le fait de moins se déplacer et de pouvoir étudier chez soi, en mou, dans certains cas, certains vous le diront, ça a été un avantage aussi pour à peu près tous les travailleurs en ligne aussi, pas seulement nos étudiants. Donc, pour eux, ce qu'ils nous disaient, absence de stress lié au déplacement l'hiver, évidemment, ça joue. Le fait de ne pas avoir à me déplacer pour me rendre à l'école me sauve énormément de temps. Le fait de me lever à 7 heures pour mon cours à 8 heures au lieu de me lever à 5h30, évidemment, les transports, tout ça, pour eux, c'est une économie de temps qui est intéressant. Puis évidemment, pouvoir étudier dans le confort de chez soi, c'est drôlement intéressant. Évidemment, il faut comprendre qu'il faut être aussi bien équipé puis être dans des bonnes conditions. C'est comme Daniel le mentionnait précédemment, les étudiants qui sont dans des conditions où ils n'ont pas de lieu tranquille pour pouvoir faire leurs études, ils n'ont pas d'équipement informatique, de branchement à Internet haute vitesse, mais pour eux, ça peut être plus compliqué. Mais ceux qui sont bien équipés, qui sont dans de bonnes conditions, étudier à la maison, finalement, ils en ont tiré des avantages. Prochaine diapo. Amélioration de la réussite scolaire. Et ça, c'est étonnant. Beaucoup d'étudiants ont dit que c'était un calvaire d'étudier à la maison puis que c'était extrêmement difficile d'étudier à distance. Eh bien, certains étudiants ont dit, finalement, ça a bien fonctionné. Puis même qu'ils ont amélioré leurs résultats scolaires. Ce qu'on réalise, en tout cas ce que j'ai réalisé en lisant les différents textes, c'est que des cours bien structurés,
de bons équipements informatiques, ordinateurs, connexion Internet, caméra, vidéo, micro, un milieu propice, tranquille, peut être vraiment intéressant. Puis lorsque ces conditions-là sont en place, bien, certains étudiants ont apprécié et même amélioré leurs notes, leurs résultats scolaires. Et ça peut être drôlement intéressant pour eux aussi. Et je pense que dans l'avenir, on en discutait avec des collègues au collégial, bien, il y a des éléments des cours en ligne qui vont certainement rester à la suite de cette pandémie-là. Évidemment, on ne passera pas 100% en ligne, mais il y a des éléments qui vont rester, qui vont être réutilisés dans un avenir après la pandémie, évidemment. J'ai des notes plus hautes que ce que je m'attendais en entrant au cégep. De façon générale, la moyenne des étudiants baisse entre leur secondaire et leur collégial, mais certains, ça a augmenté. Mes notes sont encore meilleures maintenant que j'ai des cours à distance parce que j'apprends dans mon environnement familier à la maison sans aucune pression, pas d'intimidation. Les examens, ça c'est intéressant, les examens faits à distance sont merveilleux. Mon anxiété en examen présentiel me handicape et m'empêche de faire mieux, de faire de mon mieux. Mais à distance, je me calme, je suis focus, je suis en mesure de avoir de bien meilleures notes. Donc, on s'aperçoit que pour une catégorie d'étudiants, ça répondait à leurs besoins et les cours en ligne. Finalement, dernier élément, le choix de carrière et le retour aux études. La pandémie, ça a été pour certains étudiants un véritable électrochoc. Pour eux, la pandémie a été l'occasion de faire le point pour certains, puis aussi de se réorienter dans certains cas. On peut faire ici référence à la première vague où certains étudiants ont perdu leur emploi, où ils se sont questionnés, ils ont vu qu'on avait besoin de gens dans le milieu de la santé. Et donc, il y a eu beaucoup de remises en question qui sont liées à cette pandémie-là, qui se sont répercutées dans cette deuxième partie de la deuxième vague, je vous dirais, au mois de décembre, lorsqu'ils ont été interrogés. Donc, ils nous disent en fait que ça leur a ouvert les yeux, que ça les a aidés à retourner aux études pour certains d'entre eux. Ça leur a permis de se poser beaucoup de questions sur leur parcours scolaire, de mieux connaître leurs limites, leurs forces aussi. La pandémie m'a permis de faire un gros travail sur moi et de retrouver mes objectifs d'enfance perdus. Ainsi, je suis en train de montrer mon plan d'affaires pour créer mon entreprise dans quelques années. Je prends beaucoup de temps tous les matins pour me recentrer sur moi, mes objectifs et où j'en suis. Je regarde toutes les possibilités qui s'offrent à moi pour poursuivre mes études. Donc, on voit que l'électrochoc que nous a amené cette pandémie-là, bien, ça a amené beaucoup d'étudiants à se questionner sur leur orientation et leur questionnement par rapport à leur carrière aussi future et ce qu'ils aimeraient faire aussi. Donc, je passe maintenant la parole à Joanie qui va vous parler des défis et des surprises en santé. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Oui, au niveau des défis, on avait identifié 5 sous-catégories, soit la santé mentale, les habitudes de vie, les réactions face à la pandémie, l'espoir et la projection vers l'avenir et les soutiens et services. Par rapport à la santé mentale, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que l'isolement pesait beaucoup sur les étudiants. L'anxiété, les symptômes dépressifs ont été rapportés par plusieurs, puis ça va donc dans le même sens que les résultats qu'on vous avait présentés au deuxième webinaire. Le niveau de détresse est vraiment perceptible dans les commentaires qu'on a reçus par les étudiants. Certains ont vécu vraiment des périodes de détresse importantes. Il y a 2 témoignages qu'on voit qui sont plus frappants. J'ai vécu une grande période de détresse, personne n'était là, personne ne le savait. Parfois, j'ai besoin d'une épaule pour pleurer, mais là, je vois personne. Le défi, c'est de survivre seul. Un autre nous dit, ben, mon défi à moi, c'est d'essayer de ne pas tomber en dépression. Donc, on voit vraiment dans les commentaires qu'il y a beaucoup de détresse, mais il y a aussi des commentaires qu'on a eus qui étaient vraiment bouleversants aussi. Donc, au niveau des habitudes de vie, au deuxième webinaire, on vous avait rapporté une augmentation plus marquée de la consommation de malbouffe et une diminution de l'activité physique chez les étudiants. Les commentaires qu'on a recueillis vont aussi dans le même sens que nos résultats.
les étudiants témoignent vraiment d'une difficulté à maintenir un mode de vie sain. Bien manger, faire de l'exercice sont rapportés, mais aussi, qu'est-ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait des difficultés au niveau du sommeil pour plusieurs, et ils attribuaient ces difficultés de sommeil-là principalement à la charge de travaux scolaires qu'ils avaient maintenant, puisqu'ils étaient en ligne, mais aussi à cause du stress et de l'anxiété que la pandémie et les études leur font vivre. Il y a des étudiants qui ont rapporté vivre des émotions en lien avec la pandémie. Donc, ils ont eu plusieurs types de réactions. La colère, les inquiétudes, le découragement, ainsi que le sentiment d'injustice est ressorti. Le fait de devoir faire ses études à distance sans pouvoir aller en classe, ça a été un irritant pour plusieurs étudiants. Ils ont jugé que c'était injuste vu que les étudiants du primaire et du secondaire avaient la possibilité d'y aller. Ils ont eu l'impression qu'ils avaient été carrément oubliés dans les décisions et que ça avait eu un incident sur leur santé mentale et que les gens ne s'étaient pas préoccupés de ça. Au deuxième webinaire, on vous avait aussi rapporté que les étudiants y avaient des inquiétudes par rapport au virus, mais principalement qui étaient inquiets par rapport à leurs proches. Donc, ils ont témoigné aussi de ces inquiétudes-là. Il y en a un qui nous dit « J'ai toujours peur que mes proches tombent malades. Tout le monde meurt autour de nous. C'est vraiment difficile sur le moral. » D'autres ont témoigné davantage d'un découragement qui était plus important, d'une volonté que la vie reprenne son rythme normalement. Donc, le dernier commentaire, on le voit, « Je n'en peux plus, je ne veux plus rien faire. Je veux juste attendre la fin de la crise. Je veux mon boulot. Je veux revoir ma vie. » Donc, dans les commentaires vraiment des étudiants, qu'est-ce qu'on remarquait, c'est qu'ils étaient tannés de la crise, puis il y avait hâte que tout redevienne normal, que ce soit fini bientôt. À l'égard de leur avenir, les étudiants exprimaient quand même du désespoir, des doutes, des inquiétudes. Ils ont nommé vraiment se questionner par rapport à l'avenir ou à l'atteinte de leurs objectifs. Ils rapportaient aussi une détresse qui est associée au fait qu'ils prenaient conscience que la transition à l'âge adulte était bouleversée par la crise. On voit, il y a deux commentaires qui le nomment bien. Un nous dit « Arrêtez de penser que j'ai perdu ma vie de jeune adulte » ou « Accepter que moi-même et les gens de ma cohorte ne vivront pas leur jeunesse, combattre la déprime et l'isolement pour essayer de devenir un adulte. » Donc, c'est vraiment quelque chose que les étudiants prennent conscience parce que d'habitude, cette période-là de la vie qui est associée à la jeunesse, c'est une période qu'on voit comme porteuse d'espoir, on prépare son avenir, on a des projets, on a une volonté de changer les choses. Et puis ces étudiants-là comprennent que cette période-là de leur vie ne sera pas comme elle aurait dû être, qu'est-ce qu'on projette de qu'est-ce que est la jeunesse. Et dans leurs commentaires, on le voit que c'est quelque chose qui est douloureux pour eux de prendre conscience de cet élément-là. Au niveau des services, les étudiants, qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont eu de la difficulté à avoir accès aux services ou ils ont eu des difficultés à demander de l'aide. Donc, on a deux commentaires qui sont plus évidents, là. Il y en a une qui nous dit « l'accessibilité réduit à trouver de l'aide rapidement » ou un autre nous rapporte « trouver un hébergement ». Qu'est-ce qu'on comprend dans son commentaire? C'est qu'elle, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est « mon copain me frappe parfois, je ne suis pas certaine que ce soit correct ». Qu'est-ce qu'on comprend? C'est que la jeune fille est victime de violences conjugales. Elle aurait probablement aimé avoir un hébergement, mais n'en a juste pas pu l'avoir accès. Donc, au prochain webinaire, comme on dit au début, il va être consacré à l'utilisation des services. C'est ça qu'on va aborder plus précisément au prochain webinaire et dernier webinaire. Pour terminer sur une note plus joyeuse, il y a quand même des étudiants qui ont abordé des belles surprises qu'il y avait de leur côté. Plusieurs ont fait une prise de conscience par rapport à la vie. Ils ont adopté de meilleures habitudes de vie et ils ont développé des capacités d'adaptation. Au niveau de la vie, là, avec un grand V, ils mentionnent avoir revu leurs priorités. Ils se concentrent maintenant davantage sur l'essentiel. Ils prennent conscience que la vie peut basculer vraiment rapidement. Il y en a un qui nous dit « Bon, je réalise à quel point je prenais les petites choses de la vie pour acquises. » Ou la pandémie m'a permis de me rapprocher avec ma famille, de m'ouvrir les yeux par rapport à comment, du jour au lendemain, la vie peut changer.
je ne devrais pas chialer sur les choses qui n'ont pas d'importance. Au niveau des saines habitudes de vie, il y a des étudiants qui nous rapportent avoir développé des nouvelles habiletés en cuisine qui leur permettent de manger plus sainement, puis d'avoir mis de côté la malbouffe. D'autres affirment s'être pris en main, faire plus d'exercices physiques et y avoir pris goût, ce qui est intéressant. Puis, il y a un étudiant qui il rapporte globalement qu'est-ce qu'on essaie de dire, qui nous dit vraiment l'ensemble des étudiants qui rapportent avoir des meilleures habitudes de vie. Lui, ça en globalise bien. J'ai commencé à prendre soin de moi physiquement, je fais plus de sport, je mange mieux. C'est un peu ce qu'il nous rapporte sommairement. Puis, je tiens quand même à rappeler que le maintien des saines habitudes de vie, c'est une stratégie qui est saine pour faire face au stress, puis qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous indiquent avoir utilisé cette stratégie-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Pour terminer, les capacités d'adaptation, les étudiants nous disent qu'ils ont su développer des mécanismes d'adaptation et ils en ont pris conscience, qu'ils étaient capables de surmonter les épreuves. Ils nous ont même dit c'était quoi leur stratégie. Donc, il y en a un qui nous dit, bon, ben, apprendre à vivre au jour le jour, continuer à faire des grands projets pour quand ça va redevenir normal. L'étudiant nous dit aussi que lui, il a espoir que ça redevienne normal un jour. Donc, il continue de faire des projets, il n'a pas cessé de continuer d'avoir un regard vers l'avenir. Un autre nous dit, ben oui, c'est vrai, moi, le contexte de la pandémie a été plus difficile pour moi, mais je me concentre quand même sur les éléments que j'ai le contrôle et je m'en sors quand même bien. Il suffit d'avoir un bon état d'esprit. Donc, vraiment, les étudiants ont quand même réussi à développer des capacités, puis à en prendre conscience. Puis comme il y a un autre étudiant qui me dit, ben moi maintenant, là, je le sais, je suis capable de développer des stratégies et de relever les défis seuls. Puis je tiens à boucler la boucle sur cet aspect-là, santé mentale, en rappelant que oui, c'est vrai, on a eu des commentaires qui étaient difficiles à lire, mais il y a eu quand même des beaux commentaires qu'on a eus, puis on avait un peu le sourire aux lèvres en les lisant. Puis les étudiants, oui, vivent des difficultés, mais ils ont quand même une belle capacité d'adaptation, puis ils font preuve d'une belle résilience dans tout ça. Puis j'aimerais qu'on ne l'oublie pas. Donc, même si c'est plus difficile, il y a quand même des bons côtés. Donc, je pourrais passer la parole à Virginie, qui va parler de la vie sociale. Merci Joanie, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les défis et les surprises qu'aura eu la pandémie dans la vie sociale des étudiants. Donc, de manière générale, la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur la vie sociale des étudiants interrogés. D'abord, les mesures de confinement et de distanciation sociale ont fait en sorte que les interactions ont représenté un défi en raison, principalement, des 5 facteurs suivants. Le fait d'être dans l'impossibilité de voir les membres de son entourage, comme les amis et la famille, a souvent été rapporté. Il peut être difficile pour certains d'entretenir une vie sociale de façon uniquement virtuelle. Plusieurs étudiants doivent composer avec un sentiment d'isolement et de solitude. Le contexte pandémique n'apparaît pas propice à favoriser de nouvelles rencontres. Enfin, les cours en ligne semblent avoir privé les étudiants de connaître et de tisser des liens entre leurs confrères et consoeurs de programme. La vie sociale s'est voulu limiter pendant la pandémie pour certains étudiants. Les mesures sanitaires semblent avoir fait obstacle aux besoins qu'ont les étudiants d'interagir avec les autres. La première citation est éloquente à ce propos. Cette pandémie a détruit mon social. Les étudiants ne peuvent plus voir leurs proches aussi régulièrement qu'à leur habitude et être séparés du contact d'autrui nécessite de l'adaptation. Quelqu'un dit alors que couper au contact et relations sociales est un défi. Je suis quelqu'un qui apprécie énormément avoir des interactions sociales dans la vie et je trouve que depuis le début de la pandémie, c'est un grand manque à ma vie. En étant distancés des autres, certains étudiants se sentent seuls, voire isolés, ce qui peut être difficile pour le moral et favoriser l'anxiété. En ce sens, quelqu'un affirme que devoir rester confiné à la maison est dur sur le moral, parce que lorsque cette personne se retrouve seule avec elle-même, elle se met à trop réfléchir et de ce fait avoir des pensées négatives et ne pas bien aller. Par ailleurs, les interactions sociales se sont fait limiter. La famille apparaît souvent comme le premier et le plus important milieu social. Plusieurs ont d'ailleurs rapporté la difficulté que représentait l'éloignement de leur famille.
Par exemple, la première citation fait état d'une personne dont les liens familiaux sont tissés serrés et donc il peut être un défi pour cette personne de ne plus voir les membres de son entourage comme à son habitude et doit donc faire un travail d'acceptation en ce sens. Également, ce défi s'est aussi fait sentir chez les étudiants qui vivent hors unifamiliales, souvent dans une région éloignée de leurs parents pour les études. Le contexte de la pandémie, avec ses règles de distanciation sociale et de confinement, a privé les étudiants de pouvoir passer du temps entre amis. Ainsi, plusieurs ont manifesté que cela représentait un défi de ne plus voir leurs amis aussi régulièrement qu'à leur habitude. Les étudiants vivent des situations particulièrement difficiles et au moment où ils ont le plus besoin les uns des autres, ressentent une moindre présence de la part de leurs amis. L'environnement virtuel est devenu le seul moyen d'avoir des interactions sociales, ce qui peut représenter un défi, alors que ça se présente en fait comme une contrainte à l'horaire. Merci. Ce qui m'affecte le plus, quelqu'un nous dit en fait, c'est de ne pas voir ses amis. Donc au début, ils s'appelaient plusieurs fois par semaine, sauf que dernièrement, ils sont trop occupés par leurs travaux scolaires et ont de la difficulté à planifier des moments pour se parler. Enfin, le manque de contact entre les camarades de classe représente également un défi. À titre d'exemple, quelqu'un rapporte avoir uniquement des cours en ligne pour sa première session entière et donc ne pas être en mesure de créer des liens et de connaître les autres étudiants qui composent son programme. Également, la pandémie a fait réaliser aux étudiants l'importance des autres et l'importance de l'entourage. Ouais, ça. Il y a des belles surprises en fait, qui ont été apportées par la pandémie de COVID-19, justement l'importance de l'entourage, comme je le disais, mais également plusieurs étudiants en ont profité, avaient du temps à leur disposition, en ont donc profité pour passer du temps avec leur famille et avec eux-mêmes. Certaines relations sociales en sont sorties solidifiées et également l'environnement virtuel a favorisé de nouvelles rencontres. Donc, nombreux sont les étudiants qui ont relevé avoir eu plus de temps pour passer du temps avec leur famille et également pour passer du temps avec eux-mêmes. Quelqu'un rapporte que cette pandémie m'a permis de me concentrer sur moi. J'ai repris le sport, pratiqué plus ma religion, lu des livres, toutes les choses essentielles que l'on n'avait pas le temps d'accomplir. Donc, cette personne-ci s'est vraiment concentrée sur elle-même et en a sorti du positif de la pandémie. Également, nombreux sont les étudiants qui ont relevé avoir passé plus de temps en famille. Passer du temps en famille avec ces mêmes personnes a ainsi solidifié les liens au sein du milieu familial. Donc, à titre d'exemple, quelqu'un rapporte que la pandémie a renforcé les liens qu'elle entretenait avec les membres de sa famille, chose pour laquelle elle était énormément reconnaissante. La personne dit « Je les aime et je me sens plus proche d'eux que je ne l'étais avant l'arrivée de la pandémie, ce que je ne croyais pas possible. » Donc, de ce fait, on peut en conclure que les étudiants ont apprécié les moments passés en famille parce qu'ils ont permis de solidifier leurs relations. Quelqu'un dit justement avoir réalisé la chance que cette personne avait de pouvoir compter sur les gens qui composent son entourage. Deuxièmement, la pandémie a fait réaliser aux étudiants l'importance des autres. Donc, la coupure sociale imposée par la pandémie a permis aux étudiants de prendre conscience de l'importance de l'entourage. Par exemple, cette personne dit « Ça m'a fait réaliser à quel point le contact physique avec les gens est important dans la vie de tous les jours et qu'on prenait beaucoup de choses pour acquis. » Donc, en prenant l'initiative de rejoindre leurs amis via Internet pour prendre de leurs nouvelles, certains étudiants sentent leur relation solidifiée. On dit souvent que c'est dans les moments les particulièrement plus éprouvants qu'on réalise qui sont les véritables amitiés. À titre d'exemple, selon la personne ayant écrit cette deuxième citation, la personne a réalisé que ses vrais amis étaient les personnes qui prenaient de ses nouvelles et avec qui il planifiait des appels vidéo pour pouvoir se parler, considérant que le contexte ne permettait pas des rencontres en présentiel. Également, quelqu'un rapporte avoir compris qu'avec la COVID-19, chaque moment est important et réalise ainsi qu'il faut profiter de chaque instant passé avec l'entourage comme s'il s'agissait du dernier. Donc, troisièmement, pour plusieurs, heureusement, la distance physique n'a pas réussi à éloigner les étudiants de leur famille ou de leurs amis. Une personne rapporte que la plus belle surprise qu'a rapporté la pandémie a été de découvrir le nombre d'amis qui sont restés proches malgré la pandémie et la distanciation physique. Le cyberespace semble donc avoir favorisé certaines relations sociales et en avoir solidifié certaines. Certains étudiants semblent avoir compris l'importance, en des temps qui sont particulièrement éprouvants, de prendre des nouvelles de leur entourage en passant du temps avec eux sur Internet. Quelqu'un dit que c'est justement le fait que l'on ait pris davantage contact avec les gens qu'on ne voyait pas souvent avant la pandémie, que les Zooms, les FaceTime, les appels vidéo peuvent être plaisants et resserrer les liens même s'il y a une distance physique.
Par ailleurs, les plateformes virtuelles peuvent permettre d'échanger avec un grand nombre de personnes et peuvent favoriser de nouvelles rencontres. La pandémie a donc été une bonne occasion de passer du temps à connaître d'autres personnes virtuellement. À titre d'exemple, pour la 3e citation, quelqu'un rapporte avoir créé une communauté en ligne, d'une part pour garder contact avec certaines personnes, et d'autre part, cette initiative lui a permis de rencontrer de nouvelles personnes. Cette personne termine en disant, étrangement, je peux dire que pour moi, la pandémie m'a rapproché du monde plutôt que de m'en distancer. Donc, on peut conclure vraiment que pour certaines personnes, heureusement, la pandémie aura eu des impacts positifs quant à leur vie sociale. Je passe la parole à Marie-Ève pour la suite de la présentation. Oui. D'autres défis surprises ont été mentionnés qui n'entraient pas dans les grandes catégories que mes collègues vous ont présentées. Ces éléments nous ont quand même paru suffisamment importants et récurrents pour être apportés ici. D'abord, un des premiers défis, un autre défi important pour eux, c'est le respect des mesures sanitaires, pour eux et pour tout le monde, je dirais. L'adaptation relative au respect des mesures sanitaires n'est pas facile pour personne, mais un grand nombre nous ont manifesté leur fatigue par rapport à la situation ou encore leur désir de ne pas lâcher prise, malgré l'envie de tricher. L'adaptation est donc toujours à travailler et la peur reste quand même présente. Les défis des jeunes sont donc, par exemple, de continuer à s'adapter et d'appliquer les règles. Par exemple, rester motivés à appliquer les mesures sanitaires afin de contribuer à la fin de la crise actuelle. Certains ont manifesté aussi le besoin de lâcher prise par rapport à un entourage qui serait dit complotiste. Apprendre à lâcher prise et de ne pas trop m'impliquer émotionnellement lorsque des proches sont manipulés à croire des théories complotistes. Ainsi, à me priver d'activités intéressantes, par exemple des voyages, alors que d'autres ne se privent pas et ne font pas d'efforts. La peur d'infecter leurs parents ou leur entourage est aussi réelle. Une autre citation en ce sens, j'ai peur que mes parents tombent malades par ma faute ou celle des autres. Une autre catégorie de défis important est celui des finances et la perte d'emploi. La perte des emplois, particulièrement dans le domaine des services ou de la restauration, a eu plusieurs conséquences pour les jeunes. Le stress de se retrouver un emploi, et ça parfois à plusieurs reprises, est aussi difficile à vivre. Nous avons eu quelques commentaires concernant le fait que lorsqu'ils ont été confinés en raison d'un test de COVID ou d'un cas contact, par exemple, ils doivent se retirer pendant 2 semaines. La perte de salaire relative à ce confinement de 14 jours avait eu un impact important sur leurs finances. Ils n'avaient tout simplement pas le moyen de perdre 2 semaines de salaire. Donc, des citations qui montrent la perte de mon emploi étudiant à plusieurs reprises. Je dois toujours me trouver un nouvel emploi. Bien, chercher un emploi est déjà un élément stressant. Donc, le fait de le faire à plusieurs reprises, c'est effectivement, ça demande une grande capacité d'adaptation. Par contre, je vous amène tout de suite aux surprises relatives aux finances et emploi. Donc, il y en a pour qui ça a été vraiment très difficile, mais il y en a pour qui, au contraire, ça a été plutôt des belles surprises. En effet, un bon nombre d'étudiants ont vu cette période financièrement plus positive. Moins de sorties, d'occasions de dépenser, un retour chez leurs parents ou encore la fameuse PCU ou PCUE leur ont permis d'être plus à l'aise financièrement. À titre d'exemple, les 2 premières citations, beaucoup moins de sorties, donc j'ai été capable d'économiser de l'argent en vue de m'acheter une maison avec mon copain. Il y en a une qui nous dit, c'est difficile à dire, mais je crois que la PCU dans le premier confinement m'a fait beaucoup de bien. Je ne m'étais jamais sentie aussi bien financièrement. Quelqu'un nous dit qu'elle reste chez ses parents, donc je cuisine moins, je n'ai pas d'épicerie à payer, j'épargne donc davantage d'argent que si j'étais en appartement. Dans cette catégorie, nous avons aussi classé des commentaires concernant le fait que certains étudiants se sont inscrits sur le site Je contribue, ont trouvé des emplois dits essentiels. Certains ont peut-être même trouvé leur voie. Depuis le début de la pandémie, je travaille dans un CHSLD et j'ai tombé en amour avec les résidents et les employés. Donc, on voit ici que ça peut aussi avoir créé des occasions positives. Enfin, la dernière surprise qu'on va vous parler aujourd'hui, c'est la découverte de nouvelles passions. En effet, plusieurs personnes se sont trouvées de nouveaux intérêts, passe-temps, loisirs pendant la pandémie. On l'a vu amplement aussi sur les médias, sur les réseaux sociaux. Tous, on voyait des gens qui se découvraient de nouvelles passions. À titre d'exemple, ici, une jeune nous dit avoir le plus de temps à mettre dans mes passions que j'avais un peu arrêté avant la pandémie, comme faire des maquettes ou de la peinture. Certains autres ont aussi adopté des animaux de compagnie ou ont rénové leur maison, comme l'ensemble de la population, on dirait, ou en fait le ménage de leur appartement qui était particulièrement dû. Les étudiants, donc, tout comme le reste de la population, ont adopté ces nouveaux passe-temps-là. Une personne nous dit « Adoption d'un chien. Les cours à distance le semestre dernier m'ont donné du temps pour adopter un jeune chien et l'éduquer, ce qui était très important. Du temps pour mes projets d'appartement. » Et voilà, d'autres surprises intéressantes qui ont réussi à avoir du beau. Nous sommes maintenant rendus à la conclusion.
Plusieurs étudiants nous ont fait des témoignages bouleversants. Vous l'avez vu, particulièrement Joanie nous en a témoigné quelques-uns. Plusieurs ne vont pas bien dans les étudiants. La détresse vécue par de nombreux jeunes mérite vraiment d'être soulignée à grands traits. Dans le deuxième webinaire, nous vous présentions des chiffres. 23% des jeunes vivent beaucoup de détresse, 50% en vivent un peu. Mais les témoignages récoltés à la question sur les défis qu'il leur reste à relever montrent toute l'importance d'intervenir, de donner des outils et de les aider du mieux que l'on peut, soit en facilitant leur adaptation, qui semble vraiment problématique pour certains, ou leur donner accès à des services pour qu'ils puissent, il ou elle puissent ventiler et s'outiller pour passer au travers. Par exemple, je vous lis une citation qui montre à quel point on peut ne pas bien aller. « J'ai perdu 4 membres de ma famille. Je n'ai pas pris le temps de bien m'en guérir à cause de tous les travaux de mon cégep. Je subis des moments si intenses, physiquement et psychologiquement, que je n'arrive pas à me lever. Je n'ai pas eu la chance de bien prendre soin de moi. Je pleure chaque jour, presque chaque jour à cause que je ne dors pas plus de 5 heures. Je suis stressée et malheureuse. » Un autre élément qui pouvait contribuer à cette détresse, c'est la perte de leur repère, mais également le fait que les rites de passage vers la vie adulte ont été escamotés pour plusieurs. On voyait que certains n'ont pas eu leur balle de finissant, n'ont pas pu partir en appartement comme prévu. Il y a un autre témoignage qui nous montre que la pandémie m'a empêché d'avoir une première année de cégep normale et m'empêche de vivre une vie. Elle ne m'a apporté que de mauvaises surprises comme l'impossibilité de compléter mon secondaire comme il se doit, l'impossibilité de me créer un cercle social, l'annulation de mon bal de finissant, l'impossibilité d'aménager dans mon propre appartement. Ces risques sont importants pour plusieurs. Le bal de finissant, ils en entendaient parler depuis leur secondaire 1, leur première année de secondaire, leur début au milieu du collégial qui est habituellement plutôt festif pour plusieurs, la découverte de soi que cela permet, l'autonomie vers le premier appartement qui est compromise, tout cela a eu des conséquences sur leur santé mentale. La capacité d'adaptation et la résilience semblent vraiment être des concepts clés. Pourtant, d'autres jeunes ont justement réussi mieux leur adaptation et ont peut-être démontré une capacité de résilience plus grande. Pourtant, d'autres témoignages montrent bien que certains ont eu cela. En effet, plusieurs semblent mieux passer au travers de cette période. Le soutien de la famille et des amis ont été la clé pour plusieurs. Plusieurs ont apprécié se rapprocher de leur famille et de leurs amis. Ce support a été important pour plusieurs. Nous soupçonnons que cela ne restera pas que circonstanciel, donc ça pourrait être maintenu dans le temps. À titre d'exemple, un étudiant souligne « J'ai beaucoup grandi au niveau mental et personnel, je suis plus proche et plus reconnaissante de mes amis et de ma famille. » D'un autre côté, le temps gagné par l'arrêt des activités, par les déplacements qui sont réduits, ont permis à plusieurs de renouer avec eux-mêmes, de se découvrir, de trouver de nouvelles passions ou renouer avec d'anciennes. Cela est une autre source de belles surprises qui a facilité leur passage dans cette période mouvementée. À titre d'exemple, une citation qu'on vous met ici, « Du temps pour moi, du temps pour travailler et amasser de l'argent, une nouvelle méthode d'enseignement qui me convient personnellement, des relations plus fortes avec mes amis, ma famille, une meilleure compréhension de moi-même et une meilleure gestion de mon anxiété et de mon stress, une meilleure confiance personnelle, de nouveaux apprentissages ou de l'amélioration de talents artistiques, sportifs. » Donc, quelqu'un qui, elle, va mieux à tous les niveaux. Donc, leur capacité à réfléchir. Les saines habitudes de vie, ont également permis à un certain nombre de s'en sortir mieux que d'autres, de voir du positif dans tout cela. Il faut mettre cela en valeur avant qu'il ne soit trop tard. Pour d'autres, il faut leur donner des modèles réalistes et ne surtout pas minimiser les sentiments qu'ils peuvent vivre. Leur capacité à réfléchir sur leur situation, avec tous les commentaires qu'on a reçus, même pour ceux qui ne vont pas bien, montre qu'il y a de l'espoir. Reconnaître nos problèmes n'est-il pas le premier pas vers la guérison, si on veut? Donc, nous passerions maintenant à la période de questions, qui sera animée cette fois-ci par Daniel Landry. Oui, alors, rebonjour tout le monde. Il y a eu quelques questions. Cela dit, il n'est pas trop tard si vous voulez en ajouter. Pour l'instant, on va commencer par les quelques questions qu'on a eues. Puis, j'adresserai peut-être la première davantage à Joanie, où il y a quelqu'un qui nous demande... Bon, qui dit « Je me demande qu'est-ce qui peut expliquer le discours opposé des étudiants. Alors, d'une part, entre le découragement et les bonnes notes. Alors, il semble y avoir un double discours, deux types d'étudiants. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Puis, on a parlé, pendant la conférence, on parlait de la capacité d'adaptation de certains, on parlait de l'environnement qui pouvait jouer, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent expliquer qu'il semble y avoir deux discours assez opposés dans les réponses? En fait, il y a deux éléments, là. Il y a toujours l'élément qui est lié à la personne, donc sa personnalité, qu'est-ce qui inclut
ses émotions, ses cognitions et ses comportements, et l'autre aspect de l'environnement. Ça se peut que tu aies un environnement qui est super supportant, mais si toi, personnellement, tu entretiens une mauvaise relation avec toi-même, dans le sens où tu as des pensées négatives, je suis pas bon, je suis pas capable, mais ça va être difficile que l'environnement supporte ça parce qu'il faut que ça soit en adéquation là, en réalité. L'étudiant peut avoir des belles capacités d'adaptation, mais son environnement n'est pas supportant. Donc là, ça va être plus difficile pour lui d'essayer de garder la tête hors de l'eau. Mais il y a des étudiants, comme on voit, c'est que eux autres, même s'ils faisaient face à des difficultés, que personnellement, il y avait peut-être, avant la pandémie, des conditions qui étaient plus négatives à l'égard d'eux-mêmes, de leur environnement, leurs proches, mais ça leur a fait prendre conscience de certaines choses. Ils ont été capables d'introspection. Et c'est ce changement-là de vision, c'est ces comportements-là dans lesquels ils se sont impliqués, qui ont fait en sorte que, oui, ils ont changé de pensée à l'égard d'eux-mêmes, à l'égard de leur environnement, mais aussi ils ont changé les émotions qui étaient attribuées à ça. Et c'est probablement ça qui a fait en sorte que eux, ils ont réussi à sortir plus gagnants de la situation. Il y en a d'autres qui ça a été inverse. Il y avait un bon niveau, là, ils se sont un peu abattus, disant ah, ben non, finalement, je peux plus faire ce que j'avais envie. Je faisais du sport, là, je peux plus. Il y en a d'autres qui, admettons, ils faisaient du sport, ils ont dit ah ben je peux plus aller au gym, mais finalement, je vais aller courir dehors. Donc, ils ont trouvé d'autres stratégies. Donc, c'est vraiment la façon que l'étudiant va avoir compris sa situation à l'égard de lui-même, sa situation aussi à l'égard de son environnement et comment il va y avoir réagi, comment il va y avoir réfléchi, quelles les émotions il va avoir ressenties et comment il va se modifier son comportement ou le maintenir pour pouvoir agir sur lui-même ou son environnement pour vraiment garder un niveau de bien-être. Donc, c'est vraiment les deux côtés, en réalité, la personne et l'environnement. Aussitôt que c'est en adéquation, c'est là où on voit que l'étudiant peut mieux s'en sortir et le cas contraire est aussi vrai. C'est là où il peut davantage s'enfoncer, finalement. Fait que c'est vraiment ces deux aspects-là. Je ne sais pas si ça répondait à la question. Merci beaucoup, Joanie. S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, vous pouvez toujours ajouter des questions de précision dans le chat. L'autre question, je la poserai peut-être à Virginie avec son regard d'étudiant, mais cela dit, les autres intervenants peuvent aussi tenter d'y répondre. On nous demande, en temps de pandémie, y a-t-il des stratégies qui peuvent être mises en place par les différents collèges pour faciliter les interactions sociales? T'sais, on a dit que les étudiants sont peut-être plus isolés, c'est plus difficile de créer du lien entre eux. Alors, est-ce que les collèges, les affaires étudiantes, les services des affaires étudiantes, est-ce que, de manière générale, il y aurait des choses qui pourraient être faites qui ne le sont peut-être pas suffisamment actuellement? C'est une très bonne question. Ce qui me vient à l'esprit à la lecture de cette question en l'entendant, c'est peut-être plus pour la part des enseignants, de faire en sorte que les élèves interagissent entre eux, de leur poser des questions durant les cours, s'informer, puis peut-être aussi leur poser des questions de leur faire participer en classe aussi, parce que c'est quand même mieux que simplement regarder un cours préenregistré ou quelque chose, leur demander comment ça va, prendre leurs nouvelles ensuite, que ce soit via une messagerie ou bien durant les cours en direct lors d'un appel conférence, principalement leur poser des questions pour les faire participer au cours, ou aussi peut-être, qui peut me venir à l'esprit de la part des étudiants, peut-être de favoriser les caméras ouvertes versus voir des passés sur Teams avec des noms simplement qu'on ne sait pas non plus les visages, surtout supposons que tu arrives dans un nouveau programme pour certaines personnes où tu ne connais aucunement les étudiants. Je pense que c'est quand même possible de créer des liens à distance malgré avec les plateformes qu'on a informatiques comme Teams, je pense ou bien Zoom, des plateformes comme ça. Aussi, peut-être, les enseignants favoriser les travaux d'équipe. Je sais qu'ils peuvent, par exemple, créer dans des fonctions pour mettre les étudiants en équipe, pour leur permettre de se connaître, de discuter avec les autres. Donc, oui, je pense quand même que c'est quand même possible avec les cours en ligne d'avoir des interactions sociales avec les enseignants et également entre les étudiants. Merci, Virginie. Merci, c'est très clair. Moi, je poserais peut-être une question à Stéphane avec ses yeux de professeur. Peut-être que j'aimerais ça savoir si à la lecture des résultats, à la lecture de tout ce que tu as vu comme citation des étudiants, si tu
tu as l'impression que c'est assez représentatif de ce que tu vois dans tes classes, de ce qu'on voit dans la pratique concrètement. Alors, j'aimerais peut-être que tu me parles de ton regard de prof versus ton regard de chercheur, voir un peu quel regard tu portes. Moi, je les ai au quotidien, je les vois, j'échange avec eux aussi. Je fais comme Virginie le mentionne, parce que je suis d'accord avec elle, j'essaie de garder des capsules de temps avec eux, de les prendre individuellement. Des fois même, je crée des prétextes pour pouvoir discuter avec eux. Ah, j'ai une question, j'aimerais te parler de quelque chose, parce que je sais que pour certains, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mais là, on embarque dans la 3e vague. Les jeunes sont tannés, c'est clair, là, on n'a pas besoin de... Mais ils ont développé, moi je leur dis souvent, à chaque fois que je les vois, je leur dis, ben, vous êtes bons, vous avez une couenne dure, là, vous avez développé une capacité à passer à travers une épreuve qui n'est pas facile, puis vous êtes encore là. Donc, il faut célébrer aussi, à chaque fois qu'on les rencontre, le fait qu'ils sont encore là, puis qu'ils ont passé à travers, puis qu'ils sont capables de le faire aussi. Donc, de faire un peu d'introspection avec eux, puis de dire, ben, regarde, on est commencé, on embarque dans la 3e vague, vous avez passé à travers 2 vagues. Pourquoi vous ne passeriez pas à travers la 3e? Donc, de voir avec eux le cheminement qu'ils ont fait là-dedans, puis aussi tous les apprentissages qu'ils ont fait, ben moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et oui, il y a des gens au tout début qui ont eu beaucoup de difficultés ou qui vivent encore des difficultés, mais je vois aussi des jeunes résilients devant moi aussi. Des jeunes qui se disent, ben finalement, je suis capable de passer à travers ça, puis j'ai les outils, j'ai puisé en moi ou j'ai développé en moi des capacités pour passer à travers une situation comme celle-là. Puis ça, c'est pas propre aux étudiants, c'est propre à tous les citoyens, à toutes les personnes qui ont vécu cette pandémie-là, qui se sont dit, ben il faut puiser dans nos énergies les plus profondes pour essayer de combattre cette situation-là, puis de passer à travers, puis de célébrer les petits succès. Donc, je suis pas de ce que je vois, je ne suis pas aussi pessimiste que ce que les textes me présentent, ce que les données nous présentent. Mais évidemment, il faut dire aussi que les étudiants qui ont écrit, il y en avait beaucoup qui étaient en détresse, puis ça a peut-être servi aussi de façon d'exacerber leur peine, leur difficulté. On leur donnait une plateforme pour partager. Et aussi, puis là, Marie-Ève pourra me le dire si je me trompe ou pas, mais souvent les étudiants, quand ça va très bien ou relativement bien, ils s'expriment beaucoup moins. Puis c'est surtout ceux qui vivent des difficultés qui ont tendance à le mentionner. Fait que, il ne faut pas oublier qu'on a peut-être une catégorie d'étudiants qui se sont moins exprimés, mais qui passent à travers ça, puis qui ont peut-être vécu ça moins difficilement qu'on peut l'imaginer. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des étudiants qui ont vécu des périodes difficiles, là. Loin de là. Mais là, on leur a donné une plateforme et on l'a vu dans les témoignages, ils l'ont vraiment utilisé pour nous dire, pour nous manifester leur détresse. Ben, d'ailleurs, je donnerais peut-être la parole à Marie-Ève pour qu'elle nous dise un peu sa perception des choses, si ça représente un peu ce à quoi elle s'attendait au moment de rédiger les questions, quand c'était le temps de préparer le questionnaire. On a toujours un peu des attentes. On se dit, d'après moi, c'est ça qui va sortir comme élément de réponse. Est-ce que ça correspond assez bien aux attentes que tu pouvais avoir avant l'analyse, disons? Bien, premièrement, c'est rare qu'on voit que les gens répondent autant aux questions ouvertes non obligatoires, surtout à la fin d'un questionnaire. Souvent, ça va nous répondre, j'ai rien à dire, ils ont hâte de terminer le questionnaire. Puis là, on constate que ça a servi beaucoup de soupape un peu. Il y avait envie de nous le dire, puis il y avait envie de nous dire que ça allait pas bien, puis pourquoi ça allait pas bien. Puis moi, ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, puis ça m'a vraiment surpris, agréablement, mais des fois, les témoignages sont vraiment très durs à lire. On vous a épargné les témoignages les plus difficiles, mais il y a vraiment du monde qui vont pas bien, puis je trouve, en tout cas, j'apprécie qu'ils nous aient fait ces témoignages-là, mais en même temps, c'est anonyme, donc on ne peut pas les rappeler puis leur demander comment ils vont maintenant. Mais c'est vraiment, moi en tout cas, j'ai été surprise par la quantité de réponses et la qualité des témoignages aussi. Donc, ils ont vraiment pris ça avec sérieux, puis ils ont voulu en parler. Donc ça a été une première surprise, mais ça ne me surprend pas nécessairement que le monde aille... les témoignages sur les défis, par exemple, ben, c'est des défis qu'on a
tous rencontrés et qu'on a réussi à relever ou non à certains niveaux. À certains moments, on ne réussissait pas, d'autres, on réussissait. Donc, les défis, j'ai pas eu de défis qui m'ont jeté à terre en me disant, bon, parce qu'on sait, on va tous pas bien, on va pas bien à certains niveaux, d'autres s'en sortent mieux, ça, c'était évident. Pour les surprises, j'étais comment dire, j'ai agréablement surprise de voir le nombre de réponses également, mais je pensais qu'elle allait nous trouver quand même un petit quelque chose. Des fois, là, ils en ont trouvé. Là, il y a quand même beaucoup de personnes qui en ont trouvé, mais que le monde font, ben non, il n'y a vraiment rien de positif. Là. Je pensais qu'elle allait quand même réussir, mais pour un certain nombre, ça a été vraiment... Comme il y en a qui ont été insultés par cette question-là. Puis ça m'a vraiment surpris parce que c'était vraiment pas l'objectif, c'était essayer de clore le questionnaire sur une note positive. Puis on voulait pas insulter personne. Puis on voulait pas. Il y en a qui disent ouais, me niaisez-vous. On a eu des commentaires comme ça. Il n'y a vraiment rien de positif dans la pandémie, mais c'est ça. Donc ça, j'étais un peu déçue peut-être qu'il l'ait pris comme ça. Moi, là, on n'a plus de questions, je crois, là, dans le chat, là, mais peut-être que nos idées là, par rapport aux interactions sociales, peut-être que vous en avez des nouvelles, là, vous, ceux qui nous écoutez. Fait que si vous en avez, ce serait intéressant que vous nous les partagiez pour la prospérité. Fait qu'on serait peut-être rendu à présenter le prochain webinaire. Donc, on vous invite à écouter notre dernier webinaire. Donc, sur l'image, oui. Donc, la pandémie et l'utilisation des services aux étudiants, le point de vue des intervenants va avoir lieu le 23 avril, toujours à midi. On vous invite, ça va être intéressant, il va y avoir des intervenants, des chercheurs qui vont présenter et on va encore présenter un mix de témoignages et de données statistiques. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.